J'étais là, assise à cette table immense, en acajou. La main de mon père, en fin de pierre, reposait un instant sur mon épaule avant de se retirer. La sienne, elle ne tremblait plus, pas comme la mienne. L'air dans cette salle, au 80e étage du plus haut gratte-ciel de Paris, sentait le café froid et une peur entrer. Non pas la mienne, mais celle des 20 requins qui nous entouraient, ou du moins celle d'Arthur Martel, qui transpirait à grosses gouttes à l'autre bout de la table. Comment j'étais arrivé là, moi, Marie Dubois, serveuse du Belleville, ou plutôt ex-serveuse? Franchement, la veille encore, j'aurais risqué ma vie pour ne pas me retrouver dans une telle pièce, ni même dans le hall d'entrée. C'était un truc de fou, non? C'était même... Je me rappelle encore de la façon dont M. Martel avait essayé de m'humilier il y a quelques minutes quand nous sommes entrés. Qui est cette personne? C'est une réunion confidentielle, Pierre. Pas de maîtresse, pas d'assistante et certainement pas de personnel de cuisine. J'avais senti le sang me monter aux joues, cette honte familière qui me collait à la peau comme l'odeur de friture. Mais Pierre, mon père, il n'avait pas siglé. Son sourire, il ne m'avait jamais semblé aussi dangereux. « Attention, Arthur, avait-il dit, sa voix d'un calme effrayant, tu parles à l'actionnaire majoritaire. » Et puis, le geste, ce fauteuil en cuir au bout de la table, sa place à lui, il me l'avait offert. Et j'avais hésité. Juste une fraction de seconde, le temps de me demander si je rêvais, si mes genoux allaient tenir. Mais ils ont tenu. Et je me suis assise, la main sur la surface lisse de l'acajou, là où d'habitude les siennes reposaient, ces mains qui avaient bâti un empire. C'était surréaliste. Il y a eu un fracas, ça je me souviens, un plateau qui s'écrase, des éclaboussures. Le son si net avait résonné dans le silence assourdissant de cette salle de bal, le grand hôtel des Champs-Élysées. Quelques minutes avant, la même pièce baignait encore dans le murmure feutré d'un quatuor à cordes, l'odeur entêtante du canard rôti et des parfums hors de prix. Mais là, tout était mort, les violons s'étaient tus, ma respiration s'était bloquée, ma poitrine se serrait tellement que je croyais que j'allais défaillir. Je me suis senti tomber, encore, pour la deuxième fois en quelques secondes. Mais cette fois-ci, ce n'était pas mes genoux qui raclaient le sol de marbre, mais plutôt mon monde entier qui basculait. C'était la honte. Une honte brûlante, indescriptible. Tout s'était passé si vite. J'avais juste trébuché. Ou plutôt, on m'avait fait trébucher. J'en étais sûr, même si personne d'autre ne l'avait vu. J'étais en train de porter cette foutue lourde mais magnifique, j'avoue, de dôme au chocolat et de verrines à la framboise. Je me dirigeais vers la table 2, juste à côté de celle de M. Moreau, mon père, sans le savoir. Julien, mon manager, un petit homme dont l'autorité était aussi mal ajustée que son costume, avait fait le coup. Je l'ai senti, son pied. Juste 2 petits centimètres, juste ce qu'il fallait pour me faire perdre l'équilibre. Et c'est tombé. Le plateau, les desserts, les éclats de chocolat et la sauce écarlate. Une œuvre d'art culinaire transformée en scène de crime. Le plus terrible, c'était la trajectoire de la sauce. Une vague rouge avait giclé sur l'ourlet de la robe blanche de Madame Valois, l'épouse du sénateur, et une bonne partie avait atterri sur les chaussures en cuir impeccable de M. Moreau. J'avais haleté. La douleur dans mes genoux, que j'avais frappé si fort, s'était évanouie, remplacée par la panique pure. Je m'étais relevé, une serviette à la main. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Je suis tellement, tellement désolé, monsieur. J'ai trébuché, J'avais essayé de tamponner ses chaussures, mais ma main tremblait tellement. C'était Julien qui avait surgi de nulle part. « Ne le touchez pas !» Sa voix avait résonné dans la pièce comme un coup de tonnerre. Il m'avait attrapé par le bras et j'avais senti une douleur aiguë. « Imbécile, maladroite, incompétente !» Il hurlait, jouant le rôle du manager horrifié à la perfection. Puis il s'était tourné vers M. Moreau,
son visage déformé par une excuse calculée. Monsieur Moreau, monsieur le sénateur, je suis mortifié. Cette fille est nouvelle. Elle est clairement ivre. Je vais la faire renvoyer immédiatement. Je ne suis pas ivre. Les larmes m'étaient montées aux yeux, piquantes, brûlantes. C'est vous qui m'avez fait trébucher, Julien. Vous avez mis votre pied. Menteuse, il avait crié, son visage virant au rouge. Maintenant, vous accusez la direction. C'est ça! Michel, viens ici! Les portes lourdes s'étaient ouvertes avec fracas, et Michel, le chef de la sécurité, avait fait irruption. Un colosse avec des mains comme des étaux. Il n'avait pas posé de questions. Il avait vu Julien pointer du doigt. Il avait vu le désordre. « Allez, ma belle, avait-il grommelé, me saisissant le bras si fort que je sentais les bleus monter. « Non, s'il vous plaît. » J'avais supplié, balayant la salle du regard, cherchant de l'aide, un signe de compassion. Les invités me fixaient, un mélange de pitié et de dégoût sur leur visage. « J'ai besoin de ce travail. Ma grand-mère, s'il vous plaît. Ce n'était pas ma faute. » « Arrête de faire une scène, » avait grogné Michel, me traînant en arrière. Mes chaussures glissaient sur le sol poli. « Monsieur Moreau !» J'avais crié un appel désespéré, irrationnel, à l'homme dont j'avais souillé les chaussures. « S'il vous plaît, dites-leur. Je ne l'ai pas fait exprès. » Pierre Moreau était resté figé, les yeux fixés sur la tache rouge sur sa chaussure, puis sur moi, cette femme en pleurs malmenée par le vigile. Son visage était illisible, une toile vierge d'émotion. « Jetez-la par l'arrière », avait ordonné Julien à Michel, s'assurant que le sénateur l'entendait bien. « Et assurez-vous qu'elle ne revienne pas. J'appelle la police et je la fais inculper pour dégradation de propriété pour la robe. » La police, mon sang s'était glacé. Si j'étais arrêté, qui s'occuperait de Sophie? C'était de la fin. « Non, s'il vous plaît. Je paierai le nettoyage. N'appelez pas la police. » Trop tard, avait ricané Julien. Michel m'avait tiré plus fort. Mon bras s'était affaissé. Le mouvement avait fait craquer ma manche et le bracelet en cuir tressé avec sa petite colombe en argent s'était détaché. Il avait volé dans les airs, atterrissant avec un doux tintement sur la table, juste à côté du verre d'eau de Pierre Moreau. Pierre avait regardé le bracelet. Le temps s'était arrêté. Ses yeux s'étaient écarquillés. La couleur avait complètement fui son visage. Sa main, tremblante de manière visible, s'était tendue pour toucher la colombe d'argent. Il l'avait retournée. Au dos, usé par 20 ans de frottement, il y avait 3 minuscules initiales. GAB. Pierre Moreau s'était levé. Sa chaise avait grincé bruyamment sur le sol, un son discordant qui avait fait sursauter tout le monde. « Stop !» La voix n'était pas une requête, c'était à mettre un ordre qui avait fait vibrer les verres en cristal. Michel avait gelé près de la sortie, sa main toujours agrippée à mon bras meurtri. Julien, qui s'était incliné en s'excusant auprès du sénateur, avait relevé la tête. « Monsieur Moreau, avait-il bégayé, ne vous inquiétez pas, nous nous occupons des déchets en ce moment même. » J'ai dit, la voix de Pierre était descendue à un registre terrifiant. « Enlevez vos mains d'elle maintenant. » Il n'avait pas regardé Julien. Il me regardait droit dans les yeux, son regard ancré sur mon visage terrifié. Il avait ramassé le bracelet et avait contourné la table, ignorant la sauce sur sa chaussure, ignorant le sénateur, ignorant le monde entier. Il s'était dirigé droit vers Michel. Le vigile, malgré sa taille, avait reculé sous le regard du milliardaire et m'avait lâché. J'avais trébuché, me serrant le bras, tremblant de façon incontrôlable. Pierre se tenait à quelques centimètres de moi. Il avait levé le bracelet bon marché et terni. « Où as-tu trouvé ça ?» avait-il demandé. Sa voix n'était pas de colère. Elle était brisée. J'avais regardé le bracelet, puis cet homme terrifiant qui le tenait. « C'était à ma mère, avais-je murmuré. Elle me l'a donné avant de partir. »« Ta mère !» avait soufflé Pierre, ses yeux parcourant mon visage, cherchant au-delà de la fatigue et de la peur. « Comment s'appelait-elle ?»« Geneviève, avais-je dit, les larmes coulant.
Geneviève Dubois. Pierre avait fermé les yeux et une seule larme s'était échappée, roulant sur sa joue ciselée. La salle de bal entière regardait en silence, stupéfaite. Le requin de Paris pleurait. Il avait ouvert les yeux et la dureté avait disparu. Geneviève, avait-il répété. Puis il avait regardé Julien et la dureté était revenue, 10 fois plus froide qu'avant. « Tu l'as appelé déchet », avait dit Pierre à Julien. « Monsieur, elle. » Julien se mettait à transpirer abondamment. « Elle n'est pas un déchet », avait dit Pierre, sa voix résonnant dans la salle. « C'est la propriétaire de cet hôtel. » Le silence dans la salle de bal était pesant, écrasant tout le monde comme un poids physique. Le mot « propriétaire » planait dans l'air, faisant écho au haut plafond. Julien avait poussé un rire nerveux, aigu, qui ressemblait plus à un étouffement. « Monsieur Moreau, sûrement, c'est une blague. Un malentendu. Cette fille n'est qu'une remplaçante. Elle vient de Belleville. Elle n'a aucune... » « Silence, » avait dit Pierre. Il n'avait pas crié cette fois-ci. Il n'en avait pas eu besoin. L'autorité qui émanait de lui était absolue. Pierre m'avait tourné le dos, à Julien et à tout le monde en fait, et m'avait regardé. Il avait sorti de la poche intérieure de sa veste de smoking un portefeuille en cuir usé. Ses doigts, d'habitude si fermes pour signer des fusions de milliards, tremblaient alors qu'il en extrayait une petite photo froissée, protégée par du plastique. Il l'avait tenue à côté de mon visage. Les invités à la table 1 s'étaient penchés. Un soupir collectif avait parcouru le groupe. La photo montrait une jeune femme, peut-être de 22 ans, riant sur un voilier. Elle avait les mêmes cheveux blonds, la même courbure du nez et la même couleur d'yeux distinctivement dépareillée. Une iris légèrement plus claire que l'autre, que je possédais. À son poignet, sur la photo, il y avait le bracelet en cuir tressé avec la colombe d'argent. « C'est Geneviève », avait dit Pierre, sa voix lourde d'émotion. « Ma femme, elle a disparu il y a 20 ans. Elle était enceinte quand elle est partie. Nous avions déjà choisi un nom pour le bébé. » Il avait plongé ses yeux dans les miens, cherchant le fantôme de la femme qu'il aimait. « Marie, nous allions l'appeler Marie. » J'avais senti la pièce tourner. Mes genoux, déjà meurtris par la chute, étaient comme de la gelée. Je ne comprends pas. Ma mère m'a dit que mon père était mort. Elle a dit qu'il était décédé dans un accident de voiture avant ma naissance. Elle a menti, avait dit Pierre doucement, une profonde tristesse submergeant ses traits. Elle a menti pour te protéger et pour se protéger. Julien, réalisant que sa carrière s'effritait à la seconde, avait tenté une dernière manœuvre désespérée. « Monsieur Moreau, regardez, même si elle est une parente perdue depuis longtemps, elle a quand même ruiné vos chaussures. Elle a quand même perturbé le dîner du sénateur. Elle est clairement inexpérimentée et maladroite. Je ne faisais que mon travail pour maintenir les standards du Grand Hôtel. » Pierre s'était lentement retourné pour faire face à Julien. La tristesse s'était évanouie, remplacée par une rage froide, prédatrice, qui avait fait reculer le sénateur dans sa chaise. « Votre travail, » avait dit Pierre, s'approchant du manager en sueur, « est de gérer le personnel, pas de l'agresser. Pensez-vous que je ne l'ai pas vu? » Julien avait cligné des yeux, la sueur lui coulant dans les yeux. « Voir quoi, monsieur? »« Le pied, » avait dit Pierre. « Je vous ai vu la faire trébucher. » Le visage de Julien était devenu blanc comme du papier. « Je n'ai pas fait ça. C'était un accident. »« J'ai fait fortune en lisant les gens, » avait dit Pierre, sa voix mortelle. « Je vous ai vu attendre. Je vous ai vu sourire quand elle est tombée. Vous avez humilié ma fille pour le sport. » Pierre avait regardé par-dessus l'épaule de Julien vers le vigile tremblant. « Michel. »« Et vous? Vous l'avez touché. Vous l'avez traîné comme un sac de déchets. »« Je ne faisais que suivre les ordres, Monsieur Moreau, » avait balbutié Michel, levant les mains. Pierre avait sorti son téléphone de sa poche. Il avait composé un numéro. « Faites venir le directeur général ici maintenant et dites au service juridique de préparer les documents de licenciement
pour Julien Duval et Michel Legendre. Motif? Faute grave, agression et création d'un environnement hostile, et assurez-vous qu'il soit inscrit sur la liste noire de toutes les propriétés Morrow à l'échelle mondiale, avec effet immédiat. Il avait raccroché et avait regardé Julien. Disparaissez de ma vue avant que je ne perde mon sang-froid. Et si je découvre que vous avez détourné le moindre euro des pourboires de ce personnel, le fisc sera à votre porte dès demain matin. Julien avait ouvert la bouche, mais aucun son n'en était sorti. Il avait cherché du soutien dans la pièce, mais les invités avaient détourné le regard, dégoûtés. Vaincu, il s'était retourné et s'était enfui par les portes de service, Michel le suivant à la traîne, aucun n'osant regarder en arrière. Pierre s'était de nouveau tourné vers moi. Le terrifiant titan de l'industrie avait fondu. Il avait retiré sa veste de smoking et l'avait délicatement drapée sur mes épaules, couvrant mon uniforme taché et ma manche déchirée. « Marie, avait-il dit, m'offrant son bras, je pense que tu as assez travaillé pour une vie. S'il te plaît, assieds-toi avec moi. » « Je ne peux pas, avais-je murmuré, regardant les invités stupéfaits. Je suis en désordre. Je sens la graisse de cuisine. Tu es une Morrow, avait dit Pierre assez fort pour que la table l'entende. Tu pourrais sentir l'égout et tu serais toujours la personne la plus importante dans cette pièce. Il m'avait guidé vers le siège vide à côté de lui, le siège destiné au PDG absent d'une entreprise technologique rivale. Alors que je m'asseyais, toute la salle de bal avait semblé expirer. Le quatuor à cordes, sentant le changement, avait recommencé à jouer une valse douce et hésitante. Mais le drame n'était pas terminé. Ma grand-mère, avais-je dit soudain, serrant le bras de Pierre. « Sophie, je dois y aller. » Pierre avait froncé les sourcils. « Sophie, la mère de Geneviève? » « Non, avais-je secoué la tête. Geneviève n'avait pas de famille. Sophie était juste Sophie. Elle s'est occupée de nous. Elle est dans une maison à Saint-Denis. Il la jette dehors demain si je ne paye pas 5 000 €. Le visage de Pierre s'était assombri. 5 000 €. Je ne les avais pas, avais-je admis, la honte me montant aux joues. C'est pour ça que j'avais besoin de ce quart de travail. C'est pour ça que j'avais si peur de Julien. Pierre avait regardé sa fille, l'héritière d'un empire de 40 milliards, tremblant pour 5 000 €. Ça l'avait brisé. La facture est payée, avait déclaré Pierre fermement. À la seconde même, l'établissement est acheté. Nous y allons ce soir. Le trajet de Paris à Saint-Denis prenait normalement 40 minutes. Dans la Maybach blindée de Pierre Morrow, avec une escorte policière qu'il avait réussi à arranger en 3 minutes, ça avait pris 20. J'étais assise sur le siège en cuir moelleux, portant toujours mon uniforme de serveuse taché sous la veste de Pierre. Je tenais un verre d'eau pétillante, ma main tremblait. Pierre était assis en face de moi, ne me quittant pas des yeux, comme s'il craignait que je ne m'évapore s'il clignait des yeux. « Pourquoi est-elle partie ?» avais-je demandé, rompant le silence. La question me brûlait la gorge depuis des années. Pierre avait regardé par la fenêtre teintée les lumières floues de la ville. « J'étais jeune, avait-il commencé, sa voix rauque, et j'étais ambitieux. Mon père, ton grand-père, était un homme cruel. Il a bâti l'entreprise sur le sang et l'intimidation. Quand j'ai épousé Geneviève, une artiste sans pédigré qui peinait à s'en sortir, il l'a menacée. Pierre avait serré les poings. Il lui a dit que si elle restait, il me détruirait. Il me couperait les vivres, ruinerait ma réputation et s'assurerait que je finisse en prison pour des crimes qu'il avait commis. Il lui a dit que le seul moyen de me sauver était de disparaître. Il avait de nouveau posé son regard sur moi. Je suis rentré un jour et elle était partie. Une note disait qu'elle ne m'aimait plus. Je savais que c'était un mensonge, mais je ne pouvais pas la trouver. J'ai dépensé des millions pour des détectives privés. Mais Geneviève, elle était intelligente. Elle savait se cacher. J'ai cru que mon père l'avait fait tuer. Quand il est mort il y a 10 ans, je n'ai rien trouvé dans ses dossiers. Elle n'a pas arrêté de vous aimer, avais-je dit doucement. Elle parlait de vous, mais elle n'utilisait jamais votre nom.
Elle vous appelait l'étoile du Nord. Elle disait que vous étiez trop brillante pour que nous puissions être proches sans brûler. Pierre avait essuyé une larme de son œil. Et Sophie, qui est-elle? Elle était notre voisine quand nous avons déménagé à Belleville, avais-je expliqué. Quand maman est tombée malade, c'était un cancer. Sophie s'est occupée d'elle. Et quand maman est morte, Sophie m'a recueilli. Elle a travaillé 3 emplois pour me nourrir. C'est la seule mère que j'ai vraiment connue ces 10 dernières années. Le véhicule s'était arrêté devant un bâtiment en une brique délabré à Saint-Denis. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait « Résidence Bellevue », mais la moitié des lettres étaient grillées. Pierre était sorti, ses chaussures polies frappant le pavé fissuré. Son équipe de sécurité, qui avait suivi dans un SUV, les avait immédiatement flanqués. Ils avaient pénétré dans le hall. Ça sentait le chlore et le désespoir. La réceptionniste, une femme blasée qui mâchait du chewing-gum, avait levé les yeux et avait failli l'avaler en voyant le milliardaire en smoking et son entourage. « Nous sommes ici pour voir Sophie Lefebvre », avait annoncé Pierre. « Les heures de visite sont terminées », avait dit la femme automatiquement, puis elle s'était tue alors qu'un des gardes de Pierre posait une lourde carte noire sur le comptoir. « Nous ne sommes pas des visiteurs », avait dit Pierre. « Je la déplace. »« Vous ne pouvez pas juste... »« Je viens d'acheter la dette qu'elle doit, » avait dit Pierre, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Et je suis prêt à acheter ce bâtiment et à virer tout le monde si vous n'ouvrez pas la grille dans les 10 secondes. » La grille avait bourdonné et s'était ouverte. Il s'était précipité dans le couloir jusqu'à la chambre 3B. C'était une petite pièce avec de la peinture écaillée. Sur le lit, une femme frêle aux cheveux blancs clairsemés reposait. Elle semblait petite, rapetissée par l'âge et la maladie. Je m'étais précipité au chevet. « Sophie, c'est Marie. » La vieille femme s'était agitée. Ses yeux avaient vacillé, voilés par la cataracte et la confusion. « Marie, as-tu apporté la soupe? »« Non, Sophie, » avais-je pleuré, tenant la main de la femme. « J'ai apporté de l'aide. » Pierre était entré dans la pièce. Au moment où Sophie l'avait vu, son comportement avait changé. Le brouillard de la démence avait semblé se lever pour une brève, miraculeuse seconde. Ses yeux s'étaient écarquillés, se concentrant sur l'homme aux cheveux argentés en smoking. « Monsieur Pierre » avait-elle croassé. J'avais regardé en arrière, choqué. « Vous le connaissez. » Pierre s'était approché, plissant les yeux vers la vieille femme. Il ne la reconnaissait pas. « Vous ne vous souvenez pas de moi » avait murmuré Sophie, sa voix rauque. « Je n'étais pas une voisine, Marie. J'étais la gouvernante. » Pierre avait haleté. « Sophie, la femme de chambre de la villa de la Côte d'Azur. »« Votre père m'a payé » avait sifflé Sophie, serrant fort mes mains. « Il m'a payé pour chasser Geneviève, pour qu'elle ne revienne jamais. Il m'a payé pour la surveiller, pour qu'elle ne vous appelle pas. » La pièce était devenue silencieuse. J'avais retiré ma main, horrifié. « Quoi? »« J'ai pris l'argent, » avait confessé Sophie, les larmes coulant de ses yeux. J'en avais besoin, mais je ne pouvais pas la quitter. J'ai vu à quel point elle vous aimait. Et quand elle est tombée malade, je n'ai pas pu la laisser mourir. Je lui ai promis de protéger Marie de votre père. C'est pourquoi nous nous sommes cachés. Passe de Veuspierre, de votre père. Mon père est mort il y a 10 ans, avait dit Pierre, sa voix tremblante d'un mélange de rage et de soulagement. Nous ne savions pas, avait murmuré Sophie. Nous ne savions pas. J'étais resté debout en plein conflit. Cette femme avait été payée pour me garder caché, pour me tenir éloigné de mon père. Mais elle avait aussi essuyé mes larmes, m'avait nourri et m'avait aimé quand personne d'autre ne l'avait fait. C'était complexe. Elle avait été à la fois une prisonnière et une sauveuse. Quand j'étais enfant, j'avais toujours cru que ma mère avait fui un homme terrible, mon père, et que Sophie était mon ange gardien. Mais là, tout se mélangeait. Comment pouvais-je haïr cette femme qui m'avait donné tout ce qu'elle avait, tout en sachant qu'elle m'avait menti, qu'elle avait été la complice de mon grand-père?
C'était un nœud à l'estomac. Les loyers à Belleville étaient devenus tellement chers après le départ de maman. Sophie, avec ses petits boulots de femme de ménage dans les bureaux, elle faisait des miracles pour qu'on ait toujours quelque chose à manger, même si c'était souvent des pâtes. Les dimanches, quand elle était libre, elle m'emmenait au parc des Buttes de Chaumont. On mangeait des crêpes au sucre et on riait. Mais là, dans ce lit, cette femme fragile et désorientée, c'était comme si l'ombre de son passé l'avait rattrapée aussi. Une ombre bien plus grande et sombre que les petites dettes qu'elle avait accumulées. C'était toute ma compréhension de ma vie, de qui j'étais, qui se fissurait. J'ai 5 000 € à payer, avait marmonné Sophie, retombant dans la confusion. Ils vont me jeter à la rue. Pierre avait regardé la femme frêle. Il aurait pu la haïr. Elle était le geôlier qui avait éloigné sa famille, mais elle était aussi la sauveuse qui avait maintenu sa fille en vie. Personne ne va se retrouver à la rue, avait dit Pierre fermement. Il avait regardé son chef de la sécurité. Appelez le transport médical. Préparez l'hélicoptère. Elle vient au penthouse. Nous avons les meilleurs médecins du monde sur appel. Faites-les monter. Papa, avais-je dit, le mot me semblant étrange sur la langue. Elle nous a menti. Oui, elle l'a fait, avait dit Pierre, posant une main sur mon épaule. Mais elle t'a gardé en sécurité et elle a gardé le bracelet. Si elle ne t'avait pas donné ce bracelet, je ne t'aurais jamais trouvé. Il avait regardé la vieille femme. Nous réglerons le passé plus tard. Ce soir, nous survivons. Alors que les ambulanciers arrivaient pour déplacer Sophie, le téléphone de Pierre avait vibré. C'était son avocat. Monsieur Moreau, la voix de l'avocat était minuscule au haut-parleur. J'ai une nouvelle inquiétante. J'ai consulté les dossiers d'emploi de Julien Duval pour traiter le licenciement. Il s'avère qu'il ne se contentait pas de voler des pourboires. Quoi? Avait demandé Pierre, plissant les yeux. Il était sur une autre liste de paye ces 5 dernières années, avait dit l'avocat. Il recevait des paiements mensuels d'une société écran enregistrée au nom d'Arthur Martel. Pierre s'était figé. Arthur Martel, son plus grand rival, l'homme qui tentait d'acquérir les industries Moreau depuis 10 ans. Pourquoi Martel paierait-il un manager de banquet? Avais-je demandé, voyant le regard sur le visage de mon père. Parce que, avait réalisé Pierre, une froide appréhension s'installant dans son estomac, Julien n'était pas seulement un mauvais manager, c'était un espion. Et ce soir n'était pas seulement un dîner. Martel savait que je venais. Le trébuchement, la scène, tout était orchestré pour provoquer un scandale. Il voulait me filmer perdant mon sang-froid pour faire chuter le cours de l'action avant le vote de fusion la semaine prochaine. Pierre m'avait regardé. Ils ont essayé de t'utiliser comme une arme contre moi, mais ils m'ont juste donné la seule chose qui me rende invincible. Il avait composé de nouveau le numéro de téléphone. Sécurisez le penthouse et trouvez Julien Duval. Ne le laissez pas quitter la ville. La donne a changé. Moment, je dois faire une pause ici. Toute cette histoire, cette situation avec Pierre, ce n'était pas seulement absurde, c'était totalement insensé. Je veux dire, tu y penses un instant. Un milliardaire qui surgit de nulle part, prétend être ton père, achète un hôtel, vire 2 personnes et démasque un complot industriel. Tout ça parce qu'une serveuse a fait tomber une sauce. Et cette serveuse, c'est moi. Ma vie, avant ça, c'était payer le loyer, trouver de quoi nourrir Sophie et éviter de me faire virer par Julien. J'étais une ombre, je devais être invisible. Et d'un coup, je suis l'héritière d'un empire. Dans ma tête, ça n'avait aucun sens. C'était comme si un scénariste de cinéma avait abusé de substances. Mais c'était réel. Chaque minute, chaque seconde, cette folie était ma nouvelle réalité. Et c'était à la fois terrifiant et, oui, et excitant. Ça me donnait des frissons dans le dos. Mais ça me posait aussi 1000 questions. Est-ce que Pierre me disait tout? Pourquoi ma mère était-elle partie? Et Sophie? Comment une femme si gentille avait pu garder un secret pareil? Je ne savais plus à qui faire confiance. Absolument personne. Enfin bref, revenons à nos moutons.
ou plutôt à notre guerre de milliardaires. L'intérieur de la Maybach blindée était silencieux, hormis le bourdonnement sourd du moteur et le frottement doux des pneus sur l'asphalte. L'horloge numérique incrustée dans le tableau de bord en noyer indiquait 2h14 du matin, mais la ville de Paris, derrière les fenêtres teintées, était bien éveillée. Les lumières néons se fondaient en traînées rouges et jaunes, peignant les rues mouillées d'une fresque chaotique de la nuit. Pierre Moreau était assis sur le siège en cuir moelleux, sa posture rigide. Ce n'était plus le père en deuil qui avait pleuré dans une chambre d'hôpital à Saint-Denis. Cet homme avait été rangé. À sa place se tenait le PDG des Industries Moreau, un homme qui avait survécu à des OPA hostiles, à des cracks boursiers et à des enquêtes fédérales. Il était en mode guerre. Il équilibrait un ordinateur portable fin sur ses genoux, ses yeux parcourant l'écran avec la précision d'un prédateur localisant sa proie. « Ils l'ont posté », avait dit Pierre. Sa voix était dépourvue de chaleur, plate et dangereuse. Moi, toujours enveloppé dans sa veste de smoking trop grande, je m'étais penché pour regarder, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. À l'écran, il y avait un clip vidéo déjà viral sur Twitter et TikTok. Il avait été lourdement et méchamment édité. La vidéo commençait en plein chaos. Elle me montrait en train de tomber, le fracas des assiettes résonnant fort. Puis elle passait immédiatement à Pierre se levant, son visage déformé par ce qui semblait être de la rage, hurlant « Stop !» Le montage avait entièrement supprimé le contexte. Il avait coupé le pied de Julien. Il avait coupé les larmes de Pierre. Il avait coupé son ordre aux gardes de me lâcher. Il se terminait sur un arrêt sur image de Pierre, pointant un doigt, le faisant ressembler à un tyran réprimandant une servante impuissante. La légende sous la vidéo était incendiaire. Le milliardaire tyran Pierre Moreau hurle sur une serveuse pour avoir renversé de la sauce. Est-ce que l'homme en qui nous faisons confiance pour l'économie? Hadash, le riche, Chris Moreau. Elle a 3 millions de vues, avais-je murmuré, ma voix tremblante. J'avais fait défiler les commentaires. Ils étaient féroces. Des gens qui demandaient sa démission. Des gens qui le traitaient de monstre. Ils essaient de vous détruire à cause de moi. J'aurais dû juste partir si je n'avais pas laissé tomber ce plateau. Non, m'avait corrigé Pierre, refermant l'ordinateur portable avec un claquement sec qui ressemblait au rechargement d'un pistolet. Il s'était tourné pour me regarder, ses yeux intenses. Ils n'essaient pas de me détruire à cause de toi, Marie. Ils essaient de nous détruire, mais ils ont commis une erreur critique. Quelle erreur, avais-je demandé, essuyant une trace de mascara de ma joue. Ils ont supposé que Julien Duval était le seul à enregistrer, avait dit Pierre, et ils ont supposé que je rentrerais chez moi pour me cacher. Pierre avait appuyé sur le bouton de l'interphone, le reliant au chauffeur. Changement de plan, contourner Roissy. Nous allons au Bourget et dites à Romain de nous y retrouver avec l'équipe d'interception. Nous avons un vol à prendre. Où allons-nous? Avais-je demandé, regardant le chauffeur changer de voie en douceur sur 3 voies de circulation, prenant une sortie à une vitesse qui m'avait plaqué au siège en cuir. Nous n'allons nulle part, avait expliqué Pierre, vérifiant sa montre. Mais Julien, oui. Arthur Mortel est intelligent, mais il est prévisible. Il sait qu'une fois que j'aurai découvert les paiements, Julien deviendrait un énorme risque. Martel avait promis à Julien une planche de salut, un jet privé hors du pays avant le lever du soleil, un billet aller simple pour un pays sans extradition où il pourrait dépenser son argent de pot de vin en paix. La voiture avait accéléré, laissant le panorama parisien derrière elle alors qu'elle rugissait vers les aérodromes privés de la banlieue. Nous allons lui dire au revoir, avait ajouté Pierre d'un ton sombre. 20 minutes plus tard, la Maybach avait freiné brusquement sur le tarmac de l'aérodrome privé. La scène était chaotique. Le vent soufflait sur le béton découvert, sentant le kérosène et la pluie. 2 SUV noirs étaient déjà là, leurs phares perçant l'obscurité, encadrant un élégant Jet Lear blanc qui était en train de démarrer ses moteurs.
Le sifflement aigu des turbines était assourdissant. Pierre était sorti de la voiture, le vent déchirant son col déboutonné. Il n'avait pas scellé. Je l'avais suivi, serrant les revers de sa veste, me sentant comme si j'avais plongé dans un thriller d'espionnage. L'équipe de sécurité de Pierre avait déjà franchi l'escalier roulant de l'avion. Il y avait eu des cris, une brève lutte, puis une silhouette échevelée avait été traînée par les marches métalliques. C'était Julien Duval. Le manager du banquet ne ressemblait en rien au tyran arrogant qui avait terrorisé le personnel de cuisine quelques heures plus tôt. Son costume coûteux était froissé, sa cravate de travers, et son visage était luisant de sueur et de terreur. Il serrait une mallette en cuir marron contre sa poitrine, comme si elle contenait son propre cœur. Monsieur Moreau, puis, avait couiné Julien alors que Romain, le chef de la sécurité, le jetait sur le pavé froid aux pieds de Pierre. Julien avait reculé en rampant, s'éloignant du milliardaire. Je prenais juste des vacances, un voyage de dernière minute. Pierre l'avait regardé avec un dégoût pur et non dissimulé. Il ressemblait à un géant se tenant au-dessus d'un insecte. Des vacances aux îles Caïmans sur un jet affrété par une société écran appartenant à Entreprise Martel. Je ne sais pas qui c'est, avait menti Julien, sa voix se brisant. Je jure que j'ai juste gagné un concours. Pierre n'avait pas pris la peine de discuter. Il avait simplement fait signe à Romain. Le grand garde de sécurité s'était avancé et avait arraché la mallette des mains de Julien. Julien avait poussé un cri, essayant de la récupérer, mais il était impuissant. Romain avait fait claquer les fermoirs en laiton et avait soulevé le couvercle. L'intérieur de la maillette était rempli de piles épaisses et serrées de billets de 100 €. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. Indemnité de départ, avait noté Pierre d'un ton sec, fixant l'argent. Pour un travail bien fait. Vous avez mis en scène l'accident. Vous avez édité la vidéo. Vous l'avez envoyée à la presse. C'est de l'argent sale, Julien. Ce n'était pas personnel. Julien avait sangloté, réalisant qu'il n'y avait pas d'issue. Il s'était effondré sur les genoux, se tordant les mains. Martel a dit qu'il me ruinerait si je ne le faisais pas. Il a des photos, des dettes de jeu. Il possède mon hypothèque. Je n'avais pas le choix, Monsieur Moreau. Je devais le faire. Nous avons tous le choix, avais-je dit. Ma voix tremblait, mais elle était assez forte pour être entendue au-dessus des sifflements des moteurs à réaction. J'étais sorti de derrière mon père. Le vent me fouettait les cheveux au visage, mais je ne les avais pas repoussés. Je regardais l'homme qui avait fait de ma vie un enfer pendant 6 mois. Julien m'avait regardé. Il avait cligné des yeux, confus. La serveuse qu'il avait tourmentée, la fille qu'il avait traitée de déchet, se tenait maintenant aux côtés de l'homme le plus puissant de la ville. J'avais l'air différente. La fatigue était toujours là, mais la peur avait disparu. Vous m'avez traité comme de la saleté, avais-je dit, m'approchant. Pas parce que j'avais mal fait mon travail, pas parce que j'étais en retard, mais parce que vous étiez payé pour me faire paraître mauvaise. Vous avez détruit ma dignité pour un salaire. Marie, s'il vous plaît, avait supplié Julien, rampant vers moi, ses genoux raclant l'asphalte. Je peux vous aider, je peux réparer ça. J'ai les séquences non éditées. J'ai gardé une copie sur mon cloud en guise d'assurance. Je savais que Martel pourrait me trahir. Je peux prouver qu'il a tout monté. Laissez-moi partir. Pierre avait levé la main, arrêtant l'avancée de Julien. Vous nous donnerez ces images. Vous nous donnerez les identifiants de connexion, les emails et les SMS. Pierre avait désigné la porte de l'aérodrome. Des lumières bleues et rouges clignotaient contre la clôture. Des sirènes hurlaient au loin, de plus en plus fortes à chaque seconde. Le FBI, enfin la police judiciaire, était arrivé. Et puis, avait dit Pierre, sa voix froide comme la tombe, vous montrez dans cette voiture avec ces gentils agents fédéraux qui arrivent en ce moment même. Je vais en prison, avait hurlé Julien, regardant de l'argent aux lumières de la police. Pour espionnage industriel, extorsion, agression et complot. Pierre avait énuméré les accusations. Vous aurez de la chance si vous voyez le soleil dans 10 ans.
Mais si vous témoignez contre Martel, si vous nous donnez tout, peut-être que vous ne ferez que 5 ans. Les agents fédéraux avaient envahi le tarmac, armes au poing, criant des ordres alors que Julien était menotté, lut ses droits et poussé à l'arrière d'une berline gouvernementale. Pierre s'était tourné vers moi. L'adrénaline commençait à s'estomper, remplacée par une profonde et épuisante lassitude. Mais en regardant au-delà de la piste, Pierre avait vu le ciel commencer à s'éclaircir. Une tache de violet et d'orange saignait sur le panorama de Paris au loin. La réunion du conseil est à 9 heures, avait dit Pierre, ajustant ses poignets de chemise. Arthur Martel sera là. Il pense qu'il est sur le point de me révoquer en tant que PDG à cause de ce scandale. Il pense avoir gagné la guerre avant même que je n'arrive sur le champ de bataille. Pierre m'avait offert son bras. C'était un geste de manières anciennes, mais aussi une invitation à une nouvelle vie. Il pense que je viens seul, brisé et en disgrâce, avait dit Pierre, une lumière féroce revenant dans ses yeux. Allons lui montrer exactement à qui il a affaire. J'avais pris son bras. J'avais regardé le jet privé, puis de nouveau la ville qui m'avait broyé et recraché. Je n'avais plus peur. Je suis prête, avais-je dit. Pierre avait fait un signe de tête au chauffeur. À la tour, nous avons une garde-robe à piller et une entreprise à sauver. La salle de conférence des Industries Morrow n'était pas seulement un lieu de réunion. C'était une cathédrale du capitalisme perchée au 80e étage du monolithe le plus élégant de Paris. C'était une forteresse de verre, d'acier et de silence. Les murs étaient tapissés d'art abstrait qui coûtait plus cher que la plupart des quartiers résidentiels, et les fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur l'empire que Pierre Moreau avait passé 40 ans à bâtir. D'ici, les voitures en bas ressemblaient à des fourmis, et les gens étaient invisibles. C'était une perspective conçue pour que les hommes à l'intérieur se sentent comme des dieux. À 8h55, l'atmosphère dans la pièce était toxique. 20 membres du conseil d'administration étaient assis autour de la table en acajou de 12 mètres. C'étaient les titans de l'industrie, des banquiers, des investisseurs, d'anciens sénateurs. Pourtant, ils murmuraient anxieusement comme des écoliers attendant le directeur. L'air sentait le café éventé et la peur. À la tête de la table était assis Arthur Martel. C'était un homme corpulent, au teint rougi et aux yeux trop petits pour son visage. Il avait vérifié sa montre Patek Philippe pour la 3e fois en 1 minute. Il savourait ce moment. Le téléscripteur boursier au mur montrait les Industries Morrow en baisse de 8% dans les transactions pré-marché, résultat direct de la vidéo virale qu'il avait orchestrée. Il tapait ses doigts épais sur le bois poli, le son rythmique et irritant. « Mesdames et messieurs, avait Tony Martel, sa voix emplissant la pièce caverneuse. Il s'était levé, lissant sa veste de costume sur son ventre. « Je pense qu'il est temps de faire face à la réalité. Nous ne pouvons plus attendre. Les marchés saignent et notre réputation est en chute libre. » La pièce était devenue silencieuse. Martel avait regardé autour de lui, établissant un contact visuel avec ses principaux alliés. Il avait passé des mois à leur promettre des parts, du pouvoir et une influence dans l'ère post-Moreau. « Pierre Moreau est instable, » avait continué Martel, son ton feignant le regret. « Nous avons tous vu les images. Crier sur un employé de service, abuser une jeune femme à cause d'un dessert renversé. C'est le comportement d'un vieil homme sénile et colérique. Nous ne pouvons pas avoir un PDG qui représente une telle responsabilité. Je propose un vote de censure immédiat pour révoquer Pierre de son poste de président et PDG. »« Ne voulez-vous pas l'attendre ?» avait demandé une femme corpulente près du bout de la table. Madame Dumas du fonds de pension. « Il n'a jamais manqué une réunion trimestrielle en 30 ans. »« Il se cache probablement, » avait ricané Martel, un sourire cruel effleurant ses lèvres. « Honteux, ivre peut-être. Ou peut-être est-il dans une cellule de prison pour avoir agressé cette pauvre fille. Nous devons couper la tête du serpent avant que le poison ne tue tout le corps. » Il avait levé la main, prêt à appeler au vote. « Tous ceux qui sont... » Boum!
Les lourdes doubles portes à l'autre bout de la pièce ne s'étaient pas seulement ouvertes. Elles avaient été projetées avec assez de force pour rebondir sur les butoirs magnétiques. Je suis en fait assez en avance. Une voix avait tranché l'air stagnant comme une lame de rasoir. Pierre Moreau était entré. Il ne ressemblait en rien à l'homme brisé de la vidéo. Il s'était douché, rasé et changé. Il portait un costume bleu marine sur mesure qui lui allait parfaitement, une chemise blanche impeccable et une cravate en soie de la couleur d'un ciel orageux. Il n'avait pas l'air fatigué. Il n'avait pas l'air vieux. Il avait l'air énergisé, vibrant d'une intensité froide et terrifiante. Mais le véritable choc n'était pas Pierre. C'était la personne qui marchait à ses côtés. Marie Dubois était entrée dans la fosse aux lions. J'avais lavé la graisse de cuisine de mes cheveux, qui cascadaient maintenant en douces vagues blondes autour de mes épaules. Je portais un blazer blanc et un pantalon ajusté, une tenue tirée de la garde-robe d'urgence que Pierre gardait dans sa suite de bureau. Mais je la portais avec une élégance qu'on ne pouvait pas apprendre. Je tenais la tête haute, mes yeux scannant la pièce, observant les visages des gens qui contrôlaient l'économie. Martel avait cligné des yeux, la bouche légèrement ouverte. « Qui est-ce » avait-il exigé, pointant un doigt tremblant. « C'est une réunion de conseil à huis clos, Pierre. Confidentielle. Pas de maîtresse, pas d'assistante et certainement pas de personnel de cuisine autorisé. » Pierre s'était arrêté à la taille de la table. Il avait regardé Martel avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un sourire qui promettait de la violence. « Attention, Arthur, tu parles à l'actionnaire majoritaire. » Pierre avait tiré le fauteuil en cuir au bout de la table, sa chaise. Mais il ne s'était pas assis. Il m'avait fait signe de m'asseoir. J'avais hésité une fraction de seconde, puis je m'étais assise. J'avais posé mes mains sur l'acajou, juste là où les mains de mon père reposaient habituellement. « Ceci » avait annoncé Pierre, sa voix descendant à un registre qui avait fait vibrer les verres d'eau. « C'est Marie Dubois. Ma fille. » Le silence s'était brisé. La pièce avait éclaté en chaos. « Fille, l'enfant de Geneviève? Impossible. Est-ce vrai? » Les chaises avaient raclé le sol alors que les membres du conseil se penchaient, plissant les yeux vers la jeune femme. Ils avaient vu les yeux, les iris dépareillés qui étaient une marque génétique de la lignée Moreau. Ils avaient vu la mâchoire. Ils avaient vu le fantôme de la femme que Pierre avait pleuré pendant 2 décennies. Le visage de Martel était devenu blanc comme du papier, s'évidant de son sensibilité qu'il semblait pouvoir s'évanouir. « Vous n'avez pas d'héritier, » avait-il bégayé, sa voix perdant son tonitruant. « Geneviève est partie. Il n'y a pas eu d'enfant. C'est une ruse, un acteur. »« J'ai un héritier, » avait dit Pierre, se tenant derrière moi comme une sentinelle. « Et à compter de ce matin, je lui ai transféré mon pouvoir de vote pour cette réunion. Elle parle au nom des actions Moreau. Elle est la voix de cette entreprise aujourd'hui. » Martel avait ri, un son désespéré, essoufflé. « C'est absurde. Vous ne pouvez pas simplement amener une serveuse ici et... » « Silence, avais-je dit. Ce n'était pas un cri. C'était un seul mot prononcé avec une autorité calme et absolue. La pièce s'était figée. J'avais la présence de mon père. Pierre avait tapoté une petite télécommande sur la table. L'écran massif qui couvrait tout le mur nord s'était allumé. La vidéo virale de l'agression était apparue, figée sur le cadre où Pierre criait. « Vous avez tous vu la vidéo que la petite souris d'Arthur a fait fuir, » avait dit Pierre, faisant les 100 pas lentement autour de la table. « Vous l'avez laissé faire chuter nos actions. Vous l'avez laissé remettre en question mon intégrité. Maintenant, regardons le reste. » L'écran avait changé. C'était de nouvelles images. Elles étaient tremblantes, clairement prises avec un appareil portable. Mais l'image était en haute définition. Elle montrait la salle de banquet sous un angle différent, de derrière le pilier de service. Elle montrait Julien Duval debout dans l'ombre. Elle le montrait regardant son téléphone, attendant. Elle me montrait passant avec le plateau. Et puis, au ralenti, elle montrait le pied de Julien qui dépassait.
Elle montrait le trébuchement délibéré. Les membres du conseil avaient haleté. Madame Dumas s'était couvert la bouche. La vidéo avait continué. Elle montrait Pierre se levant. Elle montrait les larmes sur son visage. Elle le montrait réprimandant les agents de sécurité. Pas moi. Elle montrait l'étreinte. Et puis l'audio avait été diffusé. C'était un enregistrement pris à l'intérieur d'une voiture, accompagné d'une image de Julien Duval menotté, pleurant. La voix de Julien filtrait par les haut-parleurs, minuscule mais indéniable. Martel a dit d'en faire un spectacle. Il a dit que si je vous faisais perdre votre sang-froid, la fusion était morte. Il me paye depuis 5 ans. S'il vous plaît, j'ai les emails, j'ai les virements bancaires. L'audio avait coupé. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre le bourdonnement des disques durs dans le rack de serveur. Tous les yeux s'étaient tournés vers Arthur Martel. Il transpirait abondamment maintenant, des gouttes lui coulant le long des tempes et imbibant son col. Il ressemblait à un animal piégé. « C'est un faux !» avait crié Martel, frappant du poing sur la table. « Un deep fake, généré par IA. Pierre essaye de me piéger parce qu'il sait que je suis en train de gagner. Nous avons Julien sous la garde de la police judiciaire. » Avais-je dit? Ma voix était claire, résonnant d'acier. Je n'avais pas regardé le conseil. J'avais regardé directement Martel. Il a tout avoué il y a 1 heure à l'aérodrome du Bourget. Il a remis son ordinateur portable, son téléphone et les numéros de compte offshore où vous avez envoyé les paiements. Je m'étais levé. Je n'étais pas grande, mais à ce moment-là, j'avais semblé dominer Martel. Mon père a bâti cette entreprise sur l'intégrité, avais-je dit, ma voix gagnant en force à chaque mot. Il l'a bâti sur le travail acharné. Vous avez essayé de la détruire avec des mensonges. Vous avez essayé de m'utiliser, ma pauvreté, ma lutte comme une arme contre lui. Vous pensiez que je n'étais qu'une serveuse. Vous pensiez que j'étais jetable. Je m'étais penché en avant, les mains à plat sur la table. Mais vous avez oublié une chose, Monsieur Martel. Les gens qui servent la nourriture voient tout. Nous entendons tout, et nous savons comment nettoyer un désordre. J'avais regardé autour de la table les membres du conseil stupéfaits. Je propose qu'Arthur Martel soit immédiatement destitué du conseil pour faute grave, sabotage d'entreprise et complot en vue de commettre une extorsion, avais-je déclaré. Et je propose que nous engagions des poursuites judiciaires complètes pour recouvrer les dommages-intérêts pour la manipulation boursière. J'avais de nouveau regardé Martel. Qui est pour? Pierre avait levé la main. Lentement, Madame Dumas avait levé la main. Puis l'homme à côté d'elle. Puis les investisseurs. Un par un, chaque main dans la pièce s'était levée. Même les alliés les plus proches de Martel, sentant le sang dans l'eau et désespérés de sauver leur propre peau, avaient levé la main. C'était unanime. Martel s'était affalé sur sa chaise, vaincu. Il semblait petit maintenant. Le grandiloquence avait disparu. Les portes s'étaient ouvertes de nouveau. Cette fois-ci, ce n'était pas un milliardaire qui entrait. C'était la sécurité. La vraie sécurité, en uniforme et au visage sévère, accompagné de 2 agents fédéraux. Arthur Martel avait demandé l'agent principal, « S'il vous plaît, venez avec nous. » Martel s'était levé en tremblant. Il avait regardé Pierre une dernière fois. « Vous ne saviez pas, » avait-il murmuré. « Vous ne saviez pas qu'elle existait avant hier soir. Vous avez eu de la chance. » Pierre avait regardé sa fille, ses yeux brillants de fierté. « La chance n'a rien à voir là-dedans, Arthur. C'était le destin. » Alors que les portes se refermèrent sur Martel, l'entraînant vers un tout autre genre d'avenir. La pièce avait expiré. La tension s'était brisée. « Et maintenant, Monsieur Moreau ?» avait demandé Madame Dumas, sa voix légèrement tremblante. « La presse est en bas. Le hall est rempli de caméras. Ils veulent une déclaration sur la vidéo, surtout. » Pierre m'avait regardé. Il avait vu le feu en moi. Il avait vu le leadership naturel dont j'avais fait preuve dans la pièce la plus sous pression de Paris. Il avait réalisé qu'il n'avait plus besoin de me protéger.
J'étais prête. Je pense que le PDG, par intérim, devrait s'occuper de la presse, avait dit Pierre, reculant et me faisant signe. Je prends un congé sabbatique, j'ai 20 ans d'anniversaire à rattraper, et j'ai un rendez-vous très important avec une vieille amie nommée Sophie. Je l'avais regardée, surprise et amour se disputant dans mes yeux. Puis j'avais souri. C'était un sourire radieux, confiant. Nous avons beaucoup de travail à faire, avais-je dit au conseil, reprenant ma place. Mais d'abord, quelqu'un peut-il me donner les rapports trimestriels et un café noir? J'avais fait une pause, regardant l'embrasure vide où Martel était sorti. Et assurez-vous que le café est frais, avais-je ajouté. Je connais la différence. Pierre et moi avons marché ensemble jusqu'à la fenêtre avant que la folie de la conférence de presse ne commence. Nous avons regardé la ville. En dessous de nous, le monde était chaotique, bruyant et rapide. Mais ici, côte à côte, le père et la fille ont enfin trouvé la seule chose que l'argent ne pouvait acheter, la paix. Voilà, c'était ça, mon histoire. Marie Dubois, la serveuse de Belleville, devenue du jour au lendemain Marie Moreau, la dirigeante d'un empire. Est-ce que c'est une fin heureuse? Je ne sais pas, pour être honnête. Parfois, je regarde mon reflet dans les glaces impeccables de ce bureau et je vois encore la fille fatiguée avec des cernes sous les yeux, la fille qui comptait chaque euro. Mais d'autres fois, je vois une femme avec une force que je ne soupçonnais pas. Le chemin avec Pierre, avec Sophie, n'est pas tout tracé. Il y a des vérités à digérer, des regrets à surmonter. C'est le début d'une autre vie, complexe, imprévue. Rien n'est parfait, et je suppose que c'est bien ainsi. C'est ma vie et elle est pleine de surprises.